Nous sommes en 737, dans le royaume des Francs. Après la mort du roi Thierry IV, qui n'avait qu'un pouvoir symbolique, son maire du palais Charles Martel ne choisit pas de remplaçant. De cette façon, il montre que les mérovingiens, c'est-à-dire les descendants de Clovis, ne sont plus utiles pour le gouvernement. Comme le maire a tous les pouvoirs, personne ne réagit, surtout que les opposants ont été écartés, déportés, voire massacrés par le vainqueur de Poitiers. Cette période, qu'on appelle l'interrègne mérovingien, annonce donc un changement de dynastie dans le royaume. Malheureusement, deux problèmes viennent compliquer la transition. D'abord, en 741, Charles Martel meurt subitement. Pour ne pas laisser le pays sans dirigeant, celui-ci est partagé entre ses deux premiers fils, Pépin et Carloman, tous deux issus de son premier mariage. L'ennui, c'est que le troisième fils de Charles, Griffon, issu de son troisième mariage, fait alliance avec les Aquitains, les Alamans et les Bavarois. Il réclame alors sa part d'héritage, voire l'arrestation de ses demi-frères. Ainsi, malgré le travail d'unification entrepris par l'ancien maire d'Austrasie, le royaume des Francs semble encore retomber dans ses travers. Les guerres de succession sans queue ni tête, les complots au sommet de l'État, l'affaiblissement de l'État central qui profite aux aristocraties locales. Il va falloir taper fort, très fort, pour retrouver la stabilité. Une mission à laquelle va s'atteler avec brio Charlemagne, roi des Francs et empereur d'Occident. Si vous êtes venu sur cette chaîne pour apprendre l'histoire et la stratégie militaire, eh bien venez tester vos compétences de tacticien dans War Thunder Drone Age. War Thunder, c'est le jeu de combat de véhicule le plus complet jamais réalisé. Que vous opériez sur le sol avec un tank, sur l'eau avec un navire de guerre, ou dans les airs avec un avion ou un hélicoptère, sélectionnez vos bâtiments parmi plus de 2000 choix possibles. Affrontez ensuite d'autres joueurs en combinant vos armes dans un environnement graphique époustouflant, puis vivez la bataille comme si vous y étiez grâce à une ambiance sonore immersive. Enfin, vous pourrez personnaliser vos véhicules avec des centaines d'équipements différents, avec du camouflage ou des symboles historiques. Bref, j'ai commencé à réarmer la France avec une flotte de tanks. Mon préféré, bien sûr, un char premium appelé Cambronne, parce que comme l'a dit ce général de Napoléon, et c'est ainsi que j'ai formé mon dernier carré avec du fer et du blindage. Alors vous aussi, défendez nos couleurs sur PC, Xbox ou PlayStation. En cliquant sur le lien, juste en bas de la vidéo, vous obtiendrez un compte et des véhicules premium, ainsi que des boosts et bien plus encore pour démarrer votre partie. Alors merci à War Thunder, Drone Age, d'avoir sponsorisé cette vidéo, et à très bientôt sur le champ de bataille. Après l'an 743, les deux premiers fils de Charles Martel, Pépin et Carloman, sont en guerre civile contre leurs demi-frères. Griffon, qui a rallié des peuples francs à sa cause, menace de faire s'effondrer le travail de son père. En urgence, les deux maires du palais cherchent alors un descendant de Clovis parmi tous les héritiers possibles. Ils en trouvent un seul, caché au fin fond d'un monastère, qu'on appelle Childéric III. Ce dernier est alors mis sur le trône avec la simple mission de confirmer le partage du royaume. En clair, Childéric est le pantin de Pépin et Carloman. Il n'a aucun pouvoir, aucune responsabilité, mais sa présence suffit à dissuader Griffon de prendre les armes. Tout semble alors rentrer dans l'ordre quand soudain, en 747, Carloman décide de quitter le gouvernement pour se retirer dans un monastère en Italie. Il laisse son jeune fils pour le remplacer, cependant, Pépin aurait bien voulu le pouvoir pour lui tout seul. La question qu'il se pose est alors la suivante: comment peut-il écarter son neveu sans provoquer de guerre civile? Et s'il y parvient, peut-il aller jusqu'à déposer le roi pour s'emparer du trône? Si vous vous souvenez de l'épisode 1 de cette série, nous avions dit que la dynastie fondée par Clovis était légitime pour deux raisons. D'abord, parce qu'il était baptisé et qu'il gouvernait avec l'Église. Ensuite, parce que l'empereur romain d'Orient, à Constantinople, lui avait envoyé les ornements consulaires. Clovis avait donc un mandat religieux et un mandat civil, ce qui justifiait sa prise de contrôle. Maintenant, si Pépin veut remplacer le dernier mérovingien, ne doit-il pas faire la même chose en se mettant au service de Dieu et de Rome? L'ennui, c'est que 230 ans après la mort de Clovis, les temps ont bien changé en Occident. Déjà, l'Empire romain n'est plus que l'ombre de lui-même. Chaque jour, les Byzantins luttent pour leur survie face à l'expansion des musulmans, des Bulgares et des Germains. En Italie par exemple, la province de Ravenne est sous la menace constante des Lombards qui veulent prendre d'assaut l'ancienne capitale. Comme l'empereur byzantin n'est plus capable d'intervenir, le pape, Zacharie Ier, cherche un nouveau protecteur de toute urgence. Là est peut-être la seule chance de Pépin. En se mettant au service du Saint-Siège, l'Église pourrait en retour l'aider à s'imposer dans le royaume. En 751, par un accord commun entre Pépin et le souverain pontife, les Lombards sont dissuadés d'envahir les villes de Rome et de Ravenne.
En échange, le pape justifie par écrit la nécessité d'opérer un changement de dynastie chez les Francs. Pépin en profite donc pour écarter son neveu du pouvoir, puis il fait réunir une grande assemblée à Soissons, la ville symbolique des Mérovingiens. En 3 temps, la procédure se déroule ainsi. D'abord, la noblesse franque est appelée à se prononcer par un vote. En échange de la confirmation de Pépin au titre de roi, ce dernier promet d'en finir avec les guerres de succession sans queue ni tête. Ensuite, Childéric III est tonjuré, ou tondu, car la chevelure est un symbole de pouvoir. Enfin, la transition est confirmée devant Dieu par une cérémonie aussi symbolique que le baptême de Clovis. Comme le roi élu est déjà chrétien, et que les évêques ne peuvent pas le baptiser une seconde fois, le nouveau souverain est donc sacré après que son front ait été marqué avec de l'huile. De cette façon, même si l'Empire romain n'est plus là pour légitimer sa place sur le trône, Pépin a reçu l'onction comme les anciens rois d'Israël. Autrement dit, il est touché par l'Esprit Saint, ce qui le rend légitime pour gouverner. Pourtant, malgré un vote civil et un sacre religieux, le nouveau souverain sent qu'il doit encore asseoir son autorité sur les Francs. Or, le Saint-Siège est toujours menacé par les Lombards qui réitèrent leurs incursions sur les anciens territoires byzantins. En 754, le roi des Francs joue alors une nouvelle carte. Il fait venir le pape en personne à Saint-Denis pour un second sacre. Cette fois-ci, en présence de la plus haute autorité religieuse, il obtient le titre de roi très chrétien, par la grâce de Dieu et protecteur de la Sainte Mère. Autant de qualificatifs qui font taire toutes les critiques à son encontre. En retour, entre 756 et 758, Pépin part en campagne contre les Lombards et ravage 3 fois leur territoire. Il fonde ainsi les États pontificaux, placés sous l'autorité du pape, qui resteront presque inchangés jusqu'à l'unification de l'Italie, près de 1000 ans plus tard. Et fort de ce succès, il envahit la Septimanie pour la reprendre aux musulmans. Entre 759 et 768, le royaume des Francs retrouve enfin la stabilité qui lui avait tant manqué depuis des siècles. Pépin, qu'on surnomme aussi le Bref, s'est rendu légitime devant Dieu et par la force des armes. Lorsqu'il s'éteint à Saint-Denis, le royaume est partagé entre ses 2 fils, mais sans effusion de sang. Le découpage est plutôt prudent, chaque héritier reçoit des provinces qui n'ont pas forcément de frontières en commun, ce qui évite les conflits. Ainsi prend fin la dynastie des Mérovingiens, dont le nom est tiré du grand-père de Clovis, Mérové, et commence celle des Carolingiens, dont le nom est tiré de Carolus Martellus, ou Charles Martel en français. Si les premiers avaient sauvé l'héritage de Rome, les seconds vont emmener l'Occident vers la refondation. En 768, le roi Pépin le Bref s'éteint à Saint-Denis, laissant 2 fils derrière lui. Très vite, en 771, son cadet Carloman meurt précipitamment. Il laisse son frère, Charles, futur Charlemagne, réunir l'ensemble des territoires sous sa seule autorité. Au départ, le souverain n'est pas tellement différent des autres, surtout qu'il hérite des mêmes enjeux que ses prédécesseurs. À l'intérieur, les Aquitains, les Gascons et les Provençaux ont des identités très fortes et réclament toujours plus d'indépendance. Les régions comme l'Alémanie, la Frise et la Bavière sont semi-autonomes et leur fidélité est vacillante. Heureusement, depuis Charles Martel, qui a dirigé d'une main de fer, les anciens royaumes d'Austrasie, de Burgondie et de Neustrie forment un ensemble plutôt cohérent avec une noblesse acquise à la royauté. Quant à la situation à l'extérieur, les invasions de Saxons, d'Avars, mais aussi de Berbères, depuis la Septimanie ou par la mer, menacent de faire s'effondrer le fragile édifice. Dans ce contexte, la première mission du roi est d'assurer la sécurité des frontières. Dès l'an 772, soit 1 an après la réunification, le roi lance une grande expédition contre les Saxons. L'objectif est de faire avec eux ce que les Francs ont fait avec les Frisons ou les Alamans. D'abord, pénétrer dans les forêts de Germanie, ensuite, négocier la reddition et exiger la conversion au christianisme de toute la population. Enfin, si résistance il y a, tout brûler, tout massacrer et tout piller jusqu'à la moindre pièce d'or. D'ailleurs, en guise d'avertissement, Charles fait détruire un totem de la religion germanique qu'on appelle Irminsul, qui est dédié à la déesse de la guerre, Irmine. Pour les habitants, c'est un monument sacré, peut-être un arbre-monde à l'origine de la création de la Terre, mais pour l'envahisseur, l'Irminsul est une fausse icône qu'il faut broyer sans plus attendre. Aussitôt dit, aussitôt fait, le monument est abattu aux grandes dames des Saxons qui venaient s'y recueillir depuis la nuit des temps. Mais devant la force de frappe du roi des Francs, soutenu par des soldats qui ont la foi, les défenseurs n'ont rien pu faire. Charles s'impose ainsi en protecteur des chrétiens et fait installer des moines, des prêtres et des missionnaires pour diffuser la bonne parole. Après cette première expédition, le futur Charlemagne doit s'arrêter en route car la diplomatie l'appelle ailleurs.
D'une part, le conflit entre la papauté et les Lombards continue et le Saint-Siège compte toujours sur le roi des Francs pour le protéger. D'autre part, le monde musulman s'agite en cette fin de 8e siècle. Dans le Mashrek, les Omeyyades ont été remplacés par une dynastie nouvelle qu'on appelle les Abbassides. Et alors que commence la période dite de l'âge d'or de l'islam, avec un renouveau des sciences, des arts et des lettres, les territoires au nord du Maghreb prennent leur indépendance. Là-bas, un Omeyyade refuse de se soumettre aux Abbassides et y fonde l'émirat de Cordoue sur le territoire de l'Al-Andalus. Nombreux sont les fidèles qui le rejoignent, nombreux sont aussi les gouverneurs qui ne reconnaissent pas son autorité. À l'instar des Provençaux qui avaient demandé l'aide des musulmans pour se protéger de Charles Martel, les musulmans rebelles pourraient cette fois-ci demander l'aide du roi des Francs contre l'émir. Une occasion rêvée pour Charles de mettre fin aux incursions de pillards sur son territoire, voire de disposer d'un avant-poste pour une future conquête de l'Hispanie. Seulement, avant de s'intéresser à son voisin du sud, il faut venir en aide au Saint-Siège, à Rome, qui est toujours menacé par les Lombards. En 773, Charles fait lever une armée gigantesque et s'approche de la frontière des Alpes. Passant par les cols de montagne, comme le Grand Saint-Bernard, la même route que suivra Napoléon 1000 ans plus tard, les Francs créent la surprise chez leurs ennemis. Malgré le peu d'informations disponibles, la frontière est trop peu défendue car les envahisseurs s'emparent des fortifications ou les contournent. Encore une fois, la très forte motivation des soldats, persuadés qu'ils sont en mission pour le pape ou pour le Christ, fait toute la différence lors des combats. En plus, quand ils débarquent dans la plaine du Pô, le pape appelle la noblesse lombarde à ne pas résister. Le roi, isolé, tente bien de résister depuis Pavie ou Vérone, mais en l'absence de soutien, il finit par se rendre après un an de siège. En 774, Charles s'empare donc de la couronne de fer, le symbole des rois de Lombardie, et la fait déposer sur sa tête avec le soutien de l'archevêque de Milan. Il est donc à la fois roi des Francs et roi des Lombards, puis laisse ses lieutenants finir la conquête de l'Italie. En 776, les duchés de Bénévent, de Spolète et de Frioul se soumettent, les Byzantins n'occupant plus que les territoires du sud. Ainsi, pendant la première partie de son règne, la politique extérieure de Charles est résolument tournée vers la conquête. Comme nous l'avons dit dans l'épisode précédent, c'est tantôt une affaire politique, car les territoires soumis sont redistribués aux plus fidèles, tantôt une affaire financière, car le pillage rapporte toujours de l'argent. Or, si le roi des Francs et des Lombards se rend dépendant de l'expansion, la conquête de l'Hispanie pourrait largement satisfaire ses ambitions. En 777, quand le gouverneur de Barcelone déclare son indépendance, il vient demander la protection de son voisin. En échange de son aide, le rebelle promet de lui offrir la ville de Saragosse, un véritable poste avancé sur la péninsule. Vers l'an 778, le roi des Francs et des Lombards prépare une grande expédition en Hispanie. Encore une fois, les documents qui nous sont parvenus sont très peu nombreux et il est difficile d'y voir clair dans l'organisation de la campagne. Tout ce que l'on sait, c'est que l'armée carolingienne a des effectifs plutôt nombreux pour l'époque. Au total, pour tenir tout le territoire, on parle de 50 à 100 000 hommes mobilisables. Au regard de l'Antiquité bien sûr, c'est un chiffre assez modeste. César, par exemple, avait plus de 70 000 hommes rien que pour lui pour assiéger Vercingétorix qui en avait entre 200 et 300 000. Mais dans le contexte de l'Empire romain tardif, c'est-à-dire celui des temps d'Attila ou de Clovis, c'est un effectif impressionnant que ses contemporains n'ont pas l'habitude de voir. Confiant, le roi Charles maintient des garnisons très fortes au nord de sa frontière contre les Saxons. Puis, il fait réunir deux armées d'un côté et de l'autre des Pyrénées. Elles auront pour objectif de se réunir à Saragosse et de fortifier la frontière de l'Èbre. De là, peut-être qu'une reconquête de la péninsule pourrait s'envisager, à peine 80 ans après la prise de contrôle des musulmans. Mais avant de suivre les Francs dans leur quête de foi, de pillage et de triomphe, tentons de comprendre comment Charles a pu réunir autant de soldats sous ses bannières. La lignée carolingienne, c'est-à-dire Pépin de Herstal, Charles Martel, Pépin le Bref et maintenant Charles, futur Charlemagne, a tout fait pour restaurer l'autorité centrale. Les Mérovingiens avaient échoué dans cette tâche, c'était le cas pour la reine Brunehaut par exemple. Leurs successeurs ont donc multiplié la nomination de comtes partout sur le territoire. À la fin du 8e siècle, on compterait ainsi entre 250 et 400 comtes, voire plus d'1 millier selon les sources. Pour les fidéliser, Charles leur confie de nouvelles terres, qu'il appelle honors, grâce auxquelles ils peuvent tirer un revenu appelé beneficium. À leur tour, ces comtes confient ces terres à des gouverneurs ou à des petits seigneurs, répétant la même logique de pouvoir qui les lie au roi. Ajoutez les ducs, comme ceux d'Aquitaine ou de Bavière, qui à leur tour nomment des comtes pour gouverner de manière autonome, c'est ni plus ni moins que le féodalisme qui prend forme. Alors,
Cette organisation préféodale permet-elle de faire des levées en masse partout dans le royaume. À l'appel du roi, tous les comtes convoquent les hommes libres du territoire qu'ils ont sous leur contrôle. Ces derniers doivent se rendre dans un lieu précis où le souverain a établi son camp, formant ainsi l'host, c'est-à-dire l'armée de campagne. Dans celle-ci, les plus riches se rassemblent dans la cavalerie lourde, dont l'équipement coûte cher. Pour le reste, c'est avant tout de l'infanterie, dont la qualité de l'entraînement, des armes et des vêtements dépend des moyens de chacun. Quoi qu'il en soit, riches ou pauvres, aristocrates, simples gouverneurs ou hommes libres, tous sont motivés par deux choses pour aller combattre. La foi, tout d'abord, l'envie de croire et de mourir pour le christianisme, et la perspective du pillage qui peut changer la vie des soldats. De cette façon, les réformes carolingiennes transforment la société occidentale en profondeur. L'Antiquité romaine semble loin derrière, le Moyen-Âge semble plus proche que jamais. Maintenant, est-ce que l'ost royal peut déferler sur l'Hispanie comme il l'a fait pour la Saxe ou pour la Lombardie? Et si conquête il y a, le roi des Francs et des Lombards pourrait-il restaurer la grandeur de Rome, seulement 300 ans après la chute de l'Occident? Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir Bataille de France en jouant à War Thunder, Drone Age. Avec des véhicules modélisés jusqu'au moindre détail historique, le jeu vous offre une expérience de combat immersive et réaliste. Le lien, affiché en bas de la vidéo, vous permettra d'obtenir un pack de démarrage gratuit, de façon à disposer d'un avantage dès votre entrée en jeu. Quant à nous, nous verrons la suite de la vidéo dès la semaine prochaine, avec la bataille de Roncevaux, la campagne contre Widukind et le sacre de Charlemagne. D'un nouveau jour s'élève notre chant d'espoir. L'empire d'Austrie, dans sa splendeur, se tient fier, fort et droit. Gloria, Gloria, Austriae. Dans l'unité et la paix, nous marchons vers la lumière. Sous l'aigle nous triompherons, par monts et par vaux. Nos cœurs battent à l'unisson, pour la grandeur et la gloire de notre noble Mâchon. Gloria, Gloria, Austriae. Dans l'unité et la paix, nous marchons vers la lumière. Sous l'aigle nous triompherons. Courage et force, notre devise. Fortitudine, vincimus. L'empire d'Austrie resplendit dans la liberté et l'honneur. Gloria, Gloria, Austriae. Dans l'unité et la paix, nous marchons vers la lumière. Sous l'aigle nous triompherons. Courage et force, notre devise. Fortitudine, vincimus. L'empire d'Austrie resplendit dans la liberté et